ce qui a profité à toute la communauté africaine, c'est notamment le fait que Joël Milquet, contrairement aux campagnes qui ont été menées jadis par certains de mes jeunes frères novices en politique et peut-être très naïfs, contrairement à tout ce qui a été dit, a régularisé à 2 reprises, n'est-ce pas? Une première vague de régularisation en 1999, il y avait à peu près 50 000 personnes, et envers et contre tous, lorsque nous étions au gouvernement fédéral il y a encore 2 ans et demi, 3 ans, envers et contre l'avis du Conseil d'État, contre les partenaires de la majorité, notamment le VLD, qui sont des gens sympathiques, et d'autres, n'est-ce pas? Joël Milquet a régularisé 58 000 personnes, et Dieu sait combien d'Africains subsahariens il y avait là-dedans. Donc là... Je ne suis pas arrivé par hasard, Pasteur Bobo. Quand je suis arrivé à ma première campagne, j'avais des chiffres, des calculs, des observations, des probabilités. Donc la politique, ce n'est pas un truc qu'on se met toujours par passion comme ça. Aussi, on doit aussi avoir le sens du chiffre. Et mes pères me reconnaissent jusqu'à aujourd'hui, je crois quand même, on m'attribue beaucoup de défauts. Mais il y a quelque chose qu'on ne me conteste pas, y compris mes amis belges de souche. C'est vraiment la maîtrise de l'arithmétique politique, donc des probabilités, des chances d'être élu ou pas. Je rêve et j'espère voir, j'espère qu'on m'invitera d'ailleurs, hein, voir une transition paisible, n'est-ce pas? Une alternance se faire, n'est-ce pas? Que le Congo, un des plus grands pays du monde, un des plus grands pays d'Afrique noire aujourd'hui, n'est-ce pas? Parce que le Soudan a été coupé depuis, n'est-ce pas? Puisse vraiment peser, hein, dans la sous-région à travers une alternance comme on va le faire en Zambie depuis quelques années, en Tanzanie et d'autres pays qui nous donnent des leçons. Je touche du bois, on m'a tout reproché, d'être marabout, scientologue et je ne sais quoi d'autre, etc. On ne m'a jamais reproché d'avoir mis la main dans la caisse de... Je suis dans le réseau des médias congolais qui va commencer samedi. Bon. Abraham Lokabonga, nous sommes au Parlement, plutôt au Sénat belge, et nous allons enregistrer notre première émission avec son Excellence M. Bertin Mampaka, émission qui sera diffusée sur le réseau des médias congolais dans quelques instants. Merci. Vous serez bienvenue dans ce lieu historique, hein, n'est-ce pas, qui est le Sénat de Belgique, où nous avons encore un bicaméralisme, n'en déplaise à tous ceux qui veulent tuer le Sénat. Donc le Sénat est encore compétent pour quelques matières relativement institutionnelles dans sa nouvelle formule. Donc la Chambre des représentants est derrière, juste Pasteur Bobo qui filme, et puis le Sénat est juste derrière nous. Et nous allons parler de toutes ces choses, j'espère, pour vos auditeurs qui puissent un peu comprendre encore le fonctionnement des institutions belges qui ne cessent de changer. Effectivement. Bienvenue au Sénat et on va faire une toute petite visite en vitesse. Merci, M. Mampaka. Absolument. Alors, là vous avez l'autre Herman. Okay. Herman Décro à côté d'Herman un peu. Les autres différents présidents d'Assemblée, ceux-là, je ne les ai pas connus. Hein. Tu vois que le plus récent est en 1977. Je ne sais même pas comment ça s'appelle, c'est pas 77. Je n'étais pas encore. Tu n'étais pas encore là? Non, je suis arrivé en 78. Ah, j'avais vu presque au même moment alors. Ouais. Alors, ce qui est intéressant, le bijou, passionnant ici, c'est que quand on arrive ici, c'est la salle de presse des parlementaires. Okay. Et il y a par exemple actuellement la parlementaire avec Allemagne. Regardez par exemple. Jean-Marie. J'ai toujours tendance à vouloir t'appeler Non, ok. regarde.
Affaire Mato. Nos nouvelles révélations. Mato est député bourgmestre. Okay. Il va venir ici pour voter. Et quand tu arrives ici, que tu trouves 150 parlementaires qui te regardent en disant oui, tu vois ta tronche ici, sous la table, tu vois ta tête sous la table, avec des histoires comme ça, révélations, donc organisation criminelle, corruption, blanchiment d'argent, escroquerie, tu te rends compte? Organisation criminelle, corruption, blanchiment d'argent, escroquerie. Tu arrives ici, tu trouves ta photo, là, devant tous tes collègues. Et quand tu veux passer, tu as la moitié des journalistes qui t'attendent là-bas pour t'interviewer. C'est vraiment le lynchage le plus total. C'est vraiment le moment le plus pénible dans la vie politique belge. Ce qui n'existe pas au Congo, en Afrique. Mais le timing est-il un fait du hasard ou Non, la presse est subsidiée par l'État. Donc elle est subsidiée par les concurrents de ton propre parti ou des partis adverses. Donc ça peut être un setup interne. C'est souvent des règlements de compte interne. Parce que des histoires comme lui, il y en a 400 qui s'occupent. Il y a des gens qui ont commis carrément des crimes avec des mois de disparition. Il n'y a pas des parlementaires qui sont bâchés comme on utilise l'expression aujourd'hui, le bashing. Alors, voilà. Tout ça avec 70 enfants. Après, c'est ici, francophone, flamande, par son ancienneté, c'est le bois d'acajou, c'est pas le bois du Congo. Il y a une quarantaine de feuilles d'or au plafond, même s'ils ont été usés. Mais tout ça a été construit longtemps avant que la Belgique ne puisse coloniser le Congo. Donc, parce que je me souviens chez madame, qui il y a quelques années, je crois en 78, lorsque nous avions eu à visiter le Parlement, avec Jean était encore à l'école, ma question avait été d'où provenait l'or qui se trouve au plafond. Parce que mes suspicions vous sont tournées vers le Congo, mais si vous précisez que c'était avant longtemps avant, donc la colonisation officielle s'est faite, je ne sais pas en quelle année, mais ceci a été construit largement longtemps avant. C'était un bois qui vient de Cuba. Dans Cuba, donc vous savez que la Belgique a eu des prétentions pour coloniser le Mexique jadis, qui est la sœur d'un des frères du roi, d'un roi qui était allé là-bas pour construire un empire. Dans l'histoire coloniale, la Belgique, il y a eu comment on appelle, des épisodes tels que le Mexique, l'Indonésie et tout ça, avant le Congo. Et comment se passe le vote? Le vote, il est électronique, donc nous avons ici, moi par exemple, mon fauteuil est là-bas derrière. Nous avons ceci, rouge, abstention, vert pour oui, abstention, et puis rouge pour dire non. Donc les places sont largement déterminées à l'avance, donc on ne vient pas s'asseoir quand on veut, on a des places qui sont les mêmes. Désignées. Ben moi, ça va faire 3 ans que je suis ici, bizarrement, j'ai toujours le même fauteuil. Donc c'est le deuxième. Tu peux prendre la plaque avec le nom? Je vais prendre ça c'est oui, en effet. Le sujet. Tu vas y aller, vas-y. Bonsoir, chers téléspectateurs. Dans le cadre du réseau des médias congolais, nous recevons ce soir le sénateur Bertin Mampaka. Bonsoir. Bonsoir, M. Awan. Je ne suis pas seul, mais j'ai à mes côtés le pasteur Bobo. Bonsoir. Bonsoir, Abraham Lokabon, et puis bonsoir, sénateur. Et j'aurais dû commencer par elle, la charmante Bijou Bomboko. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, M. Mampaka. Bonsoir, chers collègues. Voilà, avec eux, nous allons pouvoir discuter, partager, mais également écouter le sénateur Bertin Mampaka. Première question, à vous l'honneur, madame. Monsieur Mampaka, comme vous êtes le premier donc belge d'origine congolaise, par rapport aux élections, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport au climat politique en 2000 et aujourd'hui en 2016? En 2 mots, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Ben, merci pour votre question. Donc, l'analyse serait peut-être assez longue, mais très rapidement, on peut dire que lorsque nous avons commencé avec quelques jeunes qui avaient une vision de notre intégration dans la société belge, notamment en 1999, parce que ma première candidature date de 1999, le premier Congolais à être candidat dans les élections fédérales, c'était en 1999. Lorsque nous avions commencé, l'idée était tout simplement de pousser la diaspora congolaise et africaine de Bruxelles de s'impliquer dans la vie sociale, politique, associative de ce pays. Il y avait un enthousiasme, d'abord une incrédulité, où les gens se disaient, je me souviens de quelques vieux qui me disaient « tu as osé », c'est l'expression, «
qui était souvent utilisé, comme s'il nous était interdit, aux Noirs et aux Africains, qui étions naturalisés à l'époque, de pouvoir, comment on appelle, prétendre à participer à la gestion de la chose publique en Belgique. Ça, c'est le début. Et puis, il y a eu une phase de croissance ou de développement complète qui a suivi mon élection en 2000 comme conseiller municipal avec Mijane, qui était aussi à Saint-Josse, ma petite sœur et collègue Gisèle Mandaïla à Terbeek. Ça, c'était en 2000. Est arrivé en 2004 ma première élection comme député bruxellois, et qui s'est faite pratiquement le même jour que le jour où Joël Milquet m'a choisi et désigné comme échevin, c'est-à-dire adjoint au maire dans la capitale de l'Europe, la première municipalité de la région bruxelloise et la 4e du pays, qui est donc la ville de Bruxelles. Et ça, c'est la phase d'expansion, de l'enthousiasme, de l'engouement, d'une prise de conscience, non seulement des Congolais, mais également de tous les autres Africains en région bruxelloise et dans le pays, pour participer à la chose publique. Mais aujourd'hui, parce que votre question est complète, nous sommes dans une phase qui n'est pas une phase de déception ni de déboire, mais un moment difficile. Difficile parce que la diversité que nous avions défendue, des gens comme Philippe Moreau sont aujourd'hui condamnés par tous les médias d'avoir fait une place aux minorités maghrébines dans la vie politique belge et ailleurs. Joël Milquet, qui elle a fait de même au niveau du CDH, en me permettant de pouvoir, comment dirais-je, participer à la gestion de la chose publique au plus haut niveau. Donc n'oubliez pas que j'ai été vice-président du Parlement bruxellois, premier secrétaire de ce Parlement, que j'ai assumé les fonctions d'adjoint au maire de la capitale pendant 9 ans, avec énormément de compétences. Donc toutes ces personnes sont aujourd'hui pratiquement jugées de nous avoir ouvert. Si vous regardez les journaux, vous allez constater que les médias sont assez durs. Et même certains collègues disent qu'ils sont allés trop loin avec l'ouverture, la diversité. Le contexte actuel avec les migrations qui viennent de Syrie, de Libye et de partout, il y a une espèce de, je peux me permettre de dire le mot à l'envers, c'est-à-dire on accuse surtout les minorités comment on appelle, de se refermer sur eux-mêmes, des replis communautaires. Mais le sentiment de ce repli communautaire, moi je le renvoie à la majorité où les Européens se sentent menacés par une participation plus grande de minorités, toute origine confondue, dans différents endroits. Et donc ces replis fait que le climat, pour moi, il n'est pas à la diversité, il n'est pas à l'ouverture dans ce pays, là où il m'était peut-être permis d'aller sous la RTBF et défendre certaines idées du parti. Aujourd'hui, certains journalistes, sans les accuser de discrimination, ne trouvent pas d'intérêt à me demander mon point de vue sur le piétonnier que mon ami et bourgmestre, même si je suis dans l'opposition, Yvan Mayer, a fait sur Bruxelles. À l'époque, on serait venu me tendre un micro pour me demander quel est mon point de vue, parce que je me suis occupé de la propreté qui pose problème dans ce piétonnier aujourd'hui. Aujourd'hui, la Belgique doit construire le plus grand stade de ce pays à 200 millions d'euros. Je l'ai géré pendant 9 ans. Même les médias ne me trouvent plus d'intérêt. Je ne me plains pas, mais je trouve que les jeunes journalistes ne pensent même pas qu'il faut poser la question à celui qui a permis au Diable Rouge de se qualifier sur la pelouse du Stade Roi-Baudouin pendant les 9 ans où j'ai géré seul, n'est-ce pas, ce stade, où j'ai été chercher des crédits au niveau fédéral pour moderniser le stade qui est utilisable encore aujourd'hui. On ne me pose plus la question, mais c'est une expression de tout un climat général où moi je dirais à mes amis, à mes frères, il fait mauvais dehors, il fait tellement mauvais dehors que c'est difficile aujourd'hui d'aller, comment dirais-je, crier à la discrimination, au racisme, pendant que les puissants dans ce pays, avec la montée des partis considérés de droite, sont au pouvoir. Il suffit de voir les lois qui sont votées. Aujourd'hui, quand nous disions avec ma sœur et collègue colistière Mijane que si certains partis prennent le pouvoir en Belgique, même le droit à la nationalité sera remis en question. Aujourd'hui, vous avez appris que, comme en France, les déchéances en matière de nationalité sont à l'ordre du jour dans notre pays. Le nombre de... D'ailleurs, pendant que je vous parle, mon collègue et ami Georges d'Allemagne, qui est membre de la commission de naturalisation, qui me le dit souvent, qui en était le président jusqu'il y a 14 mois, il peut vous donner les chiffres. Sur 2000 dossiers soumis, il y en a quoi, une vingtaine qui sont naturalisés. Donc il y a une espèce de comment on appelle, de retour. De retour, un sentiment que moi, dans ma position de sénateur élu dans ce beau petit pays qui est la Belgique, je le sens très fortement, y compris dans les milieux politiques belges.
Sénateur, je voudrais renchérir, moi qui viens d'un pays des États-Unis, d'abord je vous félicite d'avoir été élu pendant plus d'une décennie. Si on se tourne vers notre communauté congolaise, quels sont les achievements, si je peux dire, quels sont les grands accomplissements que vous pouvez compter ici même, il y a un conseil à donner, lequel pourriez-vous donner à cette communauté? Parce que vous savez, c'est comme le président Obama qui est arrivé, tous les Noirs africains ont espéré chacun avoir une grosse part. Bon, des fois, on arrive à des vexations ou des mauvaises interprétations. Que pourriez-vous dire par rapport à cette communauté? Merci, Abraham, de m'avoir posé cette question. Quels sont les acquis de notre participation en tant que minorité subsaharienne dans la politique belge? Je commencerai par celle que les gens ne se rendent pas compte. Jadis, même si c'est inscrit dans la Constitution, le droit tout simplement de participer, d'exercer, d'avoir la liberté de culte tout simplement. Rien que les églises africaines, congolaises, étaient considérées jadis comme des sectes. Aujourd'hui, il n'y a pas un homme politique, de première vue, qui n'a pas eu l'occasion un jour de mettre ce pied dans une église africaine noire, dite pentecôtiste ou des réveils, aujourd'hui pour s'adresser à ces gens comme électeurs potentiels. Il y a une reconnaissance de facto. À titre individuel, je me suis beaucoup battu et j'avais un ami dans une administration régionale bruxelloise compétente pour donner les permis d'urbanisme. Vous savez qu'une église africaine qui doit se réunir ne va pas se réunir dans les églises catholiques, je veux dire dans les fabriques d'églises connues. Je crois que ce que nous avons fait, et j'ai revendiqué un peu ce travail, j'ai sensibilisé énormément cette administration à donner des permis d'environnement à la moitié de toutes les églises qui sont sous l'argent bruxelloise aujourd'hui pour que les gens puissent se réunir, ne fût-ce que ça, pour prier en toute liberté, parce que chacun a le droit d'exercer les cultes qu'il a envie d'exercer, n'est-ce pas? Nous sommes dans un monde où la laïcité est respectée, mais le droit à la pratique de l'argent. Je trouve que ça, c'est un acquis que les gens oublient souvent. Jadis, un homme politique ne pouvait pas mettre les pieds dans une église dite africaine sans qu'on l'accuse d'avoir été fréquenté une secte. Aujourd'hui, il n'y a pas une élection qui se passe sans que tout parti confondu, que ce soit des partis animés par des grands laïcs ou des grands croyants, ne cesse d'y aller. Même si il n'est fait pas bon de dire de nos jours qu'on va dans une mosquée chercher des voix ou dans une église. Mais ça, je pense que c'est une reconnaissance d'une réalité sociale qui se passe dans les diasporas subsahariennes. Deuxième acquis, si je peux me permettre de revendiquer d'une manière collective. On me l'a reproché d'avoir vanté le mérite d'une dame qu'on est en train de persécuter en ce moment, politiquement et médiatiquement plutôt, même si la justice a le droit de faire ce qu'elle peut faire. Je pense que dans mon parti, avec peut-être d'autres soutiens de d'autres partis, mais je veux vraiment qu'il soit inscrit à notre actif dans les bulletins du parti dans lesquels j'ai évolué, parce que je n'ai jamais changé de parti jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas pour autant que je n'ai pas eu de déception avec mes collègues, avec les instances de mon parti. Donc je suis resté fidèle, je suis au CDH depuis 1993. Nous sommes en 2016, depuis 23 ans que je milite dans le même parti, même si j'ai eu beaucoup d'offres pour aller dans beaucoup de partis qui me faisaient miroiter beaucoup d'autres choses. Donc ce parti, ce qui a profité à toute la communauté africaine, c'est notamment le fait que Joël Milquet, contrairement aux campagnes qui ont été menées jadis par certains de mes jeunes frères novices en politique et peut-être très naïfs, contrairement à tout ce qui a été dit, a régularisé à 2 reprises, n'est-ce pas? Une première vague de régularisation en 1999, il y avait à peu près 50 000 personnes, et envers et contre tous, lorsque nous étions au gouvernement fédéral il y a encore 2 ans et demi, 3 ans, envers et contre l'avis du Conseil d'État, contre les partenaires de la majorité, notamment le VLD, qui sont des gens sympathiques, et d'autres, n'est-ce pas? Joël Milquet a régularisé 58 000 personnes, et Dieu sait combien d'Africains subsahariens il y avait là-dedans. Donc là où vous êtes, chers téléspectateurs, auditeurs, n'est-ce pas? Sachez que si vous avez été régularisé en 1999, c'est peut-être un droit, comme vous ont expliqué beaucoup de candidats d'origine congolaise. Si vous avez été régularisé récemment, il y a des gens qui ont payé ça dans leur carrière politique. Car pour un membre du gouvernement fédéral, régulariser des étrangers, ça ne rapporte pas des voix chez des Belges blancs qui votent. Donc on a pris le risque d'être impopulaire parce qu'il y avait des drames humains. On voit aujourd'hui avec ce qui arrive des Syrie, de partout, d'Irak, combien est-ce que c'était important d'accueillir les gens. Et nous qui sommes encore plus petits en termes de chiffres que les autres, nous avons bénéficié de ça. Et dernier truc, pour ne pas être trop long, parce que sinon ma liste est bien longue, le droit tout simplement
de mettre dans la tête de nos enfants, de nos neveux, de nos petites sœurs et d'autres, le droit que certains se disent, je peux être candidat à conseiller municipal à Molenbeek, à Anderlecht, je peux aller demain discuter du prix du stationnement dans ma rue, des priorités entre construire un logement social ou réparer la route, n'est-ce pas? En tant que Belge d'origine étrangère, ce droit-là, il n'est pas donné à tout le monde dans tous les pays où nous avons émigré. Donc, regardez des grands pays comme la France, on n'a pas... Oui, il y a eu Ramayad que Sarko a nommé, mais il y a très peu, à part les Martiniquais et les Guadeloupéens comme Taubira, qui sortent des urnes dans les rues de Paris et qui arrivent au Palais Bourbon et qui ont pignon sur rue, qui sont reconnus pendant autant d'années. Nous avons acquis ce droit de pouvoir participer à la gestion de la chose publique. Je ne dis pas que je revendique tout pour moi, mais j'estime que j'ai été parmi les initiateurs, voilà, les initiateurs de cette audace qui a un prix que nous semblons oublier, mais qui n'est pas garanti pour l'avenir. Parce qu'aujourd'hui, sachez que la première communauté à émigrer dans ce pays, ce sont les Roumains. Demain, quand les Roumains comprendront qu'ils peuvent avoir des députés fédéraux, régionaux, des sénateurs, il n'y aura pas assez d'Africains, toute l'Afrique noire réunie pour faire sortir un seul sénateur ou député. On a encore de la chance. Demain, quand les Syriens, qui sont nombreux, qui viennent aujourd'hui, et tous les gens du Moyen-Orient, et peut-être même les Portugais et d'autres étrangers, je ne vous parle pas des Français qui sont la première communauté, voudront prendre leur place sur la scène politique belge, il sera fini pour nous. Donc, je veux dire que tout ça, ce sont des acquis, parfois, que même moi-même qui vous parle, nous n'arrivons pas à apprécier par rapport à notre participation dans la vie politique belge. Et je voudrais vraiment profiter de cette question que vous me posez pour vraiment faire ce petit bilan qui fait que ces acquis, il faut les préserver. Et ça ne dépend pas d'un individu, ça dépend vraiment de l'élite qui a le devoir de conduire les minorités subsahariennes dans la région bruxelloise. Et j'espère que ce qui est fait à Bruxelles pourrait l'atteindre chez vous à Washington, à Paris, à Montréal, et Dieu sait dans d'autres capitales où la communauté congolaise et subsaharienne en général est suffisamment représentée que pour avoir des, comment on appelle, pas des porte-paroles, mais de relais au niveau de pouvoir le plus important. Tout justement, une question. Les gens pourront se poser des questions. On le suit partout à travers le monde, réseau des médias congolais. La Belgique est le seul pays au monde où on pourrait avoir un Congolais sénateur. La diaspora congolaise compte plus ou moins 7 millions, 6 à 7 millions de Congolais. Comment êtes-vous arrivé là? C'est une question que les gens pourront se poser. Qu'avez-vous fait pour devenir aujourd'hui sénateur? Alors, à vos téléspectateurs, je vais révéler quand même un petit secret parce que Jean-Marie, connu sous le nom d'Abraham, qui est ici, est un cousin, n'est-ce pas? Donc, est un cousin. Son frère Médard, qui est un grand frère, ministre du gouvernement du maréchal Mobutu, député, Mutinga Modeste, j'en ai oublié 3 autres, Kapongo au Congo. Je me suis rendu compte un jour que si je voulais faire la politique, je passe Bonakaboué, je me suis rendu compte que dans ma famille proche, que si je voulais faire la politique, j'allais un jour poser ma candidature contre mes cousins. Pour reprendre tout simplement la circonscription électorale de mon père, qui était parlementaire. J'ai fait mes calculs. Je me suis dit, je vais devoir aller affronter Benjamin, Modeste, Médard, sans compter des amis comme Kadima ou Willy. Je pars dans la circonscription électorale congolaise, au Kassai occidental, où je suis originaire, même si je suis quinois, né à Kinshasa, grandi à Bruxelles, n'est-ce pas? Si j'avais toute ambition politique, mon ambition politique passait normalement par la circonscription électorale, comme le font Charles et Michel, qui sont élus dans la circonscription électorale de leur père, comme le font Mato, Guy, Alain, qui est un sympathique bonhomme, qui est élu dans la circonscription de son père. Je me suis rendu compte que moi, si j'y retournais là, j'allais créer une rivalité qui n'était pas nécessaire. Et puis je me suis dit qu'il y a un enjeu, celui d'être précurseur, d'innover. Je trouvais qu'il y avait aussi beaucoup de mérite à le faire à l'étranger. Et j'avais la chance d'être professeur dans une haute école. Je donnais des cours d'économie et d'économie financière et même des cours de comptabilité ainsi que de droit de la sécurité sociale. C'était un métier passionnant. Vous donnez cours pendant 14 heures et les restantes 2 heures où vous faites la recherche.
comme je n'étais pas doué pour faire la recherche, ni passionné par la recherche, ou écrire des bouquins, je me suis dit, ce temps, je vais le mettre à profit. Voilà comment est-ce que je me suis mis dans la politique belge. Et puis je me suis rendu compte que les Maghrébins qui étaient les plus nombreux commençaient à avoir des élus. Mais je me faisais une fausse idée, parce que les Congolais, jadis, étaient plus instruits que les Maghrébins. L'immigration maghrébine était une immigration de travail. Et l'immigration congolaise qui n'existait pas, c'est des étudiants qui venaient. Et puis je m'étais mis en tête en disant, tiens, à un moment donné, si la diversité et l'ouverture se fait, on aura besoin des gens qui savent lire, écrire, rédiger, peut-être aller plus loin. Alors j'ai pensé un jour que la diaspora congolaise, plus instruite jadis, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, que les Maghrébins avaient peut-être le devoir de conduire cette ouverture. Voilà comment est-ce que, me faisant tous ces plans, je me suis dit que je vais me lancer en politique belge. Et puis j'ai eu la chance d'avoir quand même, vous savez, tous les gens comme certains qui ont des parents politiciens, quand vous avez l'âge de 13 ans, que votre papa vous donne une calculette pour savoir dans quelle circonscription il doit se présenter pour augmenter ses chances d'être élu, c'est que c'est une formation politique. Et quand on a été baigné, comme on dit, dans ce milieu-là, on finit par se dire, tiens, j'ai une opportunité. Très vite, j'ai fleuré qu'il y avait une opportunité dans le système belge, qu'un Congolais, un Africain, moyennant un travail assidu, acharné, et une conviction de venir. Je ne suis pas arrivé par hasard, Pasteur Bobo. Quand je suis arrivé à ma première campagne, j'avais des chiffres, des calculs, des observations, des probabilités. Donc la politique, ce n'est pas un truc qu'on se met toujours par passion comme ça. Aussi, on doit aussi avoir le sens du chiffre. Et mes pères me reconnaissent jusqu'aujourd'hui, je crois quand même, on m'attribue beaucoup de défauts. Mais il y a quelque chose qu'on ne me conteste pas, y compris mes amis belges de souche, c'est vraiment la maîtrise de l'arithmétique politique, donc des probabilités des chances d'être élu ou pas. Je me suis rarement d'ailleurs trompé sur le nombre d'élus qui auraient sur ma liste depuis les 10 élections que j'ai fait jusqu'à présent. Donc c'est ça qui a permis à un Congolais, qui maîtrisant, si je peux dire comme ça, la passion politique du Congo, que Mobutu nous a fait passer aussi au passage, et vivant dans notre ancienne métropole, j'ai voulu apporter un message, d'abord, pour dire aux Africains et aux Congolais que nous pouvons. Obama est venu compléter cette pensée avec son Yes Weekend. Mais à l'époque, je me disais, Mampaka député, pourquoi pas? C'était ma première affiche. Pourquoi pas, mon député à Bruxelles? Et puis, surtout un message lancé à mes concitoyens belges de souche. Vous savez que, bon, moi je suis dans un mariage mixte, et que certains de nos concitoyens belges de souche nous collent les idées d'une mégestion, de la mauvaise gestion de la chose publique, comme on sait que dans les pays du Sud, il y a beaucoup de dictatures et que nous ne sommes pas doués dans l'administration des biens publics. La preuve, c'est que l'Afrique, malgré les croissances économiques que nous faisons aujourd'hui, on ne sommes pas reconnus comme étant des pays très bien gérés. Donc je voulais casser cette image d'un Africain pas capable de gérer la chose publique comme il faut. J'espère qu'à travers les 9 années d'exécutif que j'ai assumé à la ville de Bruxelles, on ne m'a encore rien reproché, je touche du bois, n'est-ce pas? Pourtant, j'ai géré des budgets énormes. La ville de Bruxelles, c'est presque 1 milliard d'euros de budget par an. Et Dieu sait combien est-ce que de dossiers brûlants, dangereux, notamment le stade Roi-Baudouin à 200 millions qu'on est en train de construire aujourd'hui, qui était sous ma main, sous ma signature. Aucun problème, je touche du bois. Aucun problème. Vous avez parlé d'élections. Nous sommes en 2016 et pratiquement depuis 2015, il y a 16 élections prévues en Afrique. On retourne. Pour ceux qui nous suivent, nous sommes avec le sénateur Bertin Mampaka. Parlons un peu de la RDC. Quelle lecture faites-vous de la situation actuelle avec ces atermoiements qui sont liés à des élections ou pas, vont-elles être organisées ou pas, un dialogue ou non? Je voudrais avoir vos avis, en tant que Congolais, mais également en tant que politique belge. Un avis en tant que Congolais, c'est un avis sentimental. C'est un avis qui n'est pas objectif. C'est un avis qui est teinté comment on appelle, de défauts d'un être humain. J'ai dit au pauvre Apollinaire, qui s'appelle Malou, c'est ça, oui, le sympathique l'abbé, que j'ai croisé ici au Sénat belge à l'occasion de son dernier passage, en train de chercher l'argent pour organiser des élections. Je lui ai dit, monsieur l'abbé, mais pourquoi vous vous acharnez toujours sur les présidentielles? Il faut faire les élections présidentielles, il faut respecter la constitution au Congo. C'est un pays tellement important que quand on voit qu'en Zambie, tout ça est respecté, qu'en Tanzanie, tout ça est respecté, on se dit, mais quelle poisse, quel malheur que dans ce pays-là, la transition au pouvoir ne se passe pas dans les conditions les plus agréables, les plus convenables. Mais moi, Bertin Mampaka, je vous dis, Abraham, et j'ai dit
à tous ceux que je considère comme des amis et que j'ai vu circuler ici. Mais vous êtes fous. Commencez par les élections municipales et cantonales. Commencez par ça. Moi, j'ai jamais été ministre en Belgique. J'ai occupé, par la grâce de Dieu, et merci à tous ceux qui m'ont soutenu, toutes les fonctions de la vie politique dans un pays qui n'est pas le mien, au départ, la Belgique. Mais je peux vous dire que le pouvoir, il se trouve au niveau municipal. Qu'est-ce que je pense des élections au Congo? Je pense que quelle que soit l'issue des dialogues, ne vous focalisez pas trop sur un leurre, l'élection présidentielle. Moi, je vous conseille que dans ce dialogue, si vous y allez, parce qu'il en faut quand même, hein, n'est-ce pas? Il y a des coins où les bourgmestres n'ont jamais été élus, qui n'ont de compte à rendre à personne, n'est-ce pas? Qui portent à la limite ce titre comme un titre honorifique. Un bourgmestre, c'est celui qui gère les 2000 cantonniers de son village, de sa circonscription, et qui s'assure que chaque kilomètre est entretenu pour que les véhicules qui enlèvent les denrées alimentaires puissent passer par là. Un bourgmestre, un administrateur de territoire, c'est celui qui a la justice de paix, la justice des polices, qui s'assure que ce qui trouble l'ordre public sont gérés. Je vous conseille, vraiment avec insistance pour dire, quelle que soit l'issue de votre dialogue, commencez par les élections, je vais dire, locales. Et faites-les sérieusement. Le Congo est un pays de 2 400 000 km². Il était administré, avant l'indépendance, 30 millions d'habitants à l'époque, ou 25, je ne sais pas. Chaque route était entretenue parce qu'il y avait des cantonniers. Je suis descendant de fils de chef de chefferie, hein, n'est-ce pas? J'ai une idée, et je me souviens que mon arrière-grand-père avait une police locale quelque part, et que chaque kilomètre de la route était entretenu. Je vous invite profondément. Le développement d'ici où je suis, du Congo, ne dépendra pas de la présidence à Kinshasa. Il dépendra des élections municipales, régionales, provinciales. Regardez d'ailleurs les choses qui se font. Pour parler par exemple du Kassai occidental, avec le gouverneur Alex Kandé par exemple, qui est un grand frère que je connais. J'ai appris qu'il y a par exemple une centrale avec des panneaux solaires qui va devoir donner du coup. Ce sont les efforts faits par quelqu'un qui sait que pour que je puisse rester au pouvoir, je dois absolument apporter par toutes les solutions. Au moins une solution, c'est l'électricité dans une ville de plus d'1 million d'habitants, n'est-ce pas? J'encourage beaucoup cela. Alors, par rapport aux négociations ou pas, dites, de toute manière, parce que vous avez déjà glissé les députés provinciaux, vous avez déjà glissé les sénateurs. Hein? Mes collègues sénateurs congolais sont élus depuis 10 ans. Hein? Moi, j'ai fait 10 élections depuis qu'ils ont été élus. Ici, je suis de ceux qui disent tout le monde doit passer aux élections. Donc, ne trouvez pas des boucs émissaires. Je vous le dis en toute sincérité, je sais que ça va déplaire à certains de mes électeurs. Hein? Parce que sachez que les Congolais qui vivent en Belgique, qui ont la carte de 5 ans, peuvent voter pour moi au communal ici, faire de moi un échevin, parce qu'un bourgmestre, n'est-ce pas? Et peuvent voter pour le candidat au Congo dans toutes les communes aussi. Donc, je parle vraiment entre nous, bisso en famille, en disant, je crains fort que les déceptions soient énormes si dans ce dialogue, vous ne sortez qu'avec une préoccupation qui est donc le calendrier électoral présidentiel uniquement. Je pense que vous devez respecter la Constitution. Je pense qu'il vaut mieux attendre quelque temps pour avoir une élection bien réussie, où tout le monde est d'accord sur les règles du jeu, n'est-ce pas? Je pense sincèrement, je vous conseille. Ma crainte, Abraham, c'est que, voyons ce qui s'est passé en Centrafrique, ce qui se passe aujourd'hui au Mali, au Niger, ça a failli se produire, en Libye, ma crainte, c'est qu'aujourd'hui, l'Europe et l'Occident n'ont pas d'intérêt à aller éteindre le feu en Afrique centrale. Je ne menace rien. Je n'ai pas d'amis personnels dans ce gouvernement, etc., etc. Au niveau du Congo, je me dis, il vaut mieux discuter, pas 6 mois encore, il vaut mieux vous mettre d'accord sur un calendrier qui soit réaliste, n'est-ce pas, hein, mais qui conduise absolument à ce que moi j'appelle une alternance. Le pouvoir, il faut le changer à un moment donné. Il faut se passer le flambeau. Parce que le pouvoir corrompt. Celui qui a exercé le pouvoir un jour, il peut vous dire que le pouvoir corrompt. Et le pouvoir absolu corrompt. Mais c'est pour tout le monde, hein, y compris pour des parlementaires qui n'ont plus jamais été dans leur circonscription électorale, hein, n'est-ce pas? Je sais que je ne me fais pas des amis en parlant comme ça, mais j'invite mes frères vraiment, parce que la moitié des élus sont des gens qui ont leurs femmes et enfants ici sur Bruxelles en général, si ce n'est pas au Canada ou à Paris ou ailleurs. Donc soyez gentils, faites ça convenablement de telle manière à ce que vos enfants choisissent et vos femmes d'aller habiter avec vous, là où vous travaillez, plutôt que de gérer un pays
en ayant mis à l'abri vos femmes et enfants ici en Europe. Je sais que je vais vous déplaire, mais je crois que, vu mon âge et la grâce que Dieu m'a donnée de faire ce parcours, il faut de temps en temps, sans donner des leçons à mes amis, mais il n'est pas décent d'être ministre, gouverneur, n'est-ce pas, à Kinshasa, administrer ces 30 millions d'habitants, n'est-ce pas, quand votre femme, vos enfants, vos copines et vos copains sont à l'abri en Suède, n'est-ce pas, et puis vous-même, de temps en temps, venir vous faire soigner, etc. Je vous dis ça parce que je trouve que ce pays a un potentiel terrible, même si les pouvoirs occidentaux, les multinationales, trouvent les moyens de piller le Congo, mais il y a moyen de vous organiser vous-même de telle manière à ce que ce qui reste soit suffisant pour garder la dignité du peuple congolais tel qu'on voit dans d'autres pays. Je ne sais pas si je répondais à votre question sur les élections. J'espère ne pas provoquer personne, ne pas décevoir vos téléspectateurs qui auraient peut-être voulu m'entendre dire constitution en calendrier. Je l'ai dit, mais en disant, vous êtes souverain. Si les 70 millions de Congolais se disent, on se met d'accord sur un agenda, c'est vous. Si vous vous dites, on n'est pas d'accord, on le fait quand même, c'est vous-même. C'est le message que j'ai envie de vous. Mais sachez que dans les deux choix, vous avez des conséquences. Vous avez des conséquences. Je suis Congolais d'origine, je rêve et j'espère voir, j'espère qu'on m'invitera d'ailleurs, voir une transition paisible, n'est-ce pas, une alternance se faire, n'est-ce pas, que le Congo, un des plus grands pays du monde, les plus grands pays d'Afrique noire aujourd'hui, n'est-ce pas, parce que le Soudan a été coupé depuis, n'est-ce pas, puisse vraiment peser dans la sous-région à travers une alternance comme on va le faire en Zambie depuis quelques années, en Tanzanie et d'autres pays qui nous donnent des leçons. Il ne faut pas se battre pour ça, il ne faut pas se tuer pour ça. Vous pouvez rester frères, et puis entre Congolais, pourquoi se tuer? Oui, Monsieur Mampaka, pour les jeunes Belges d'origine congolaise qui voudraient se présenter aujourd'hui, quels conseils vous pouvez donner avec votre expérience à la nouvelle génération, on va dire ça comme ça? J'entends ça souvent, Bijou Bomboko. J'entends ça souvent. Est-ce que Mampaka, tu as préparé la relève? Je vais être plat. Est-ce que moi j'ai relevé quelqu'un? Je vous entends souvent dire ça. Passez vos. Moi qui m'a donné. Je suis arrivé, il n'y avait que des blancs. Quand je rentrais dans le parti, au CDH, à l'époque PSC, on me disait Mbote, Yambo, Abari, tu viens d'où, etc. N'est-ce pas? Je ne dis pas que je suis un pilier, mais je fais parmi des meubles de ce parti. Donc, est-ce que c'est pour autant que je ne dois pas préparer des gens pour me succéder? J'ai fait quelques tentatives. En 2006, sur les 68 élus municipaux dans les 19 communes de la région bruxelloise, au CDH, il y avait 9 Congolais. Congolais, je dis. Je n'ai pas dit africains. Faites la proportion, ça fait 12% des élus. N'est-ce pas? Jusque-là, aucun Congolais ne pouvait aller sur la liste sans qu'il me soit demandé le feu vert. Vous savez que j'ai fabriqué au moins, à part Maman Mijane qui s'était fait élire dans son coin, n'est-ce pas, quelques élus municipaux. 12% de Congolais élus dans un parti comme le CDH, qui n'était pas le plus grand parti, ce qui m'a valu toutes les attaques médiatiques, les cabales qui ont été organisées contre moi, ma mise à l'écart pendant 3 mois, etc., parce que je l'avais fait un peu un peu, on peut dire, communautaire, mais alors communauté congolaise, quoi, à l'époque. Je ne referai plus ça et je l'ai payé un peu cher. Malheureusement, cette tentative de greffe que j'ai faite à l'époque, qui m'a été reprochée fortement par mes collègues belges de souche, qui avaient raison de me le reprocher, parce que quand je suis devenu échevin, il n'y avait qu'un seul noir dans la pièce qui s'appelait Pierrot Chibassou, n'est-ce pas, qui n'a jamais été candidat, et qui me soutenait dans la pièce. Les restes étaient tous des Européens qui avaient voté pour moi. J'ai eu 15 voix contre mon collègue Christian Seux, européen, belge de souche, PSC de longue date, n'est-ce pas? Donc, sur 20 membres du comité, 15 votèrent pour moi en 2004 déjà. Donc, quand j'ai fait élire en 2006, beaucoup de mes frères congolais, croyant que j'allais me faire protéger, je crois que c'est aussi là que j'ai commencé un peu à m'affaiblir, parce que les rivalités, pas tribales, mais internes, c'était tellement facile de se faire élire en ce moment-là que nous avons tous cru que tout le monde pouvait faire la politique et nous nous sommes un peu engouffrés trop précipitamment dans la brèche que le parti m'avait laissé ouvrir, avec les conséquences qu'on connaît aujourd'hui à la ville de Bruxelles. Je suis tout seul. Quel conseil que je peux donner aux jeunes? Oui. Mais la politique, c'est d'abord une passion.
c'est un sacerdoce. Je pèse mes mots. Passion, sacerdoce. Et puis, la politique, on ne s'enrichit pas, on s'appauvrit. Je dis ça avec je dis, on s'appauvrit en politique. Si on fait ça pour les gens, on s'appauvrit. On paye des campagnes qui coûtent excessivement cher. Certains jeunes me disent, mais est-ce que le parti ne vous donne pas l'argent? Alors je réponds souvent à mes amis africains, mes jeunes frères blacks, en disant, mais les Européens ne sont pas devenus fous pour vous donner les pouvoirs, avec l'argent, le respect, l'amitié et la considération avec. Donc si vous mettez une affiche, sachez que vous devez, comme disait Rochereau, au liete, au balite, komeka kobalate, koboko la moto, ezali mama ya likambo. Donc avant d'aller vouloir défendre les gens, il faut que vous vous défendiez déjà vous-même. Aux jeunes dont la situation politique, sociale ou professionnelle n'est pas stable, je dis, stabilisez-vous avant d'avoir des ambitions. Il y a très peu de gens qui s'enrichissent en politique. Et encore pire, en Europe, il n'y a pas de caisse où vous allez mettre de l'argent pour aller payer le deuil de votre belle famille spontanément que vous n'avez pas pris. Ça n'existe pas. Même si vous en aviez l'intention, hein, les mécanismes sont tels qu'il était impossible. Il n'y a pas de coffre où vous sortez l'argent pour régler vos problèmes, n'est-ce pas? Donc, et si jamais vous étiez élu et que vous fassiez ça, vous taperiez la honte à toute la communauté africaine et congolaise. Je touche du bois, on m'a tout reproché, d'être marabout, scientologue, et je ne sais quoi d'autre, etc. On ne m'a jamais reproché d'avoir mis la main dans la caisse de l'État quelque part. Je leur donne des conseils, stabilisez-vous professionnellement. Et puis, il y a une magie en politique. Il y a des rites en politique. Il y a des lois de la nature bizarres qui font que pour que tu sois élu, il faut que tu colles d'abord l'affiche de quelqu'un. Tu ne peux pas mettre ton affiche. Si tu es élu le premier jour, en mettant ton affiche, eh bien, tu ne seras plus élu la fois suivante. Joël Milquet a été le nègre de quelqu'un, je ne sais, du papa de Benoît Serex, ici dans ce Sénat, comme collaborateur. Elle a fait ses campagnes, n'est-ce pas? Même les gens qui sont des héritiers, comme Benoît Loudjen, il a été le secrétaire général de Joël Milquet. Moi-même, avant d'être candidat en 1999, j'ai déjà fait les élections 94, n'est-ce pas? J'ai fait des élections en 95, j'ai collé les affiches des uns et des autres. Les jeunes africains qui ont envie de faire la politique, vous regardez la vie de tout le monde, tous ceux qui ont existé en politique ont travaillé pour quelqu'un. Donc moi je les appelle, vous voulez devenir, vous voulez me remplacer, mais comment vous allez me remplacer si vous êtes à 3 km de moi? Venez coller mon affiche d'abord. Et ces choses je vous les dirai avec des détails, avec précision. Et en vous le disant, je suis persuadé que vous pourriez peut-être en ce moment-là éviter les pièges dans lesquels, où j'ai tiré certaines personnes, ils sont tombés tout de suite. Et puis, il y a un dernier conseil. Bijou Bomboko. Vous vous appelez Bomboko, un nom connu de chez nous. Vous avez certainement un avantage. Vous présentez Bomboko, c'est connu au moins pour les gens de mon âge, etc., etc. Quand vous et moi, nous faisons un deal pour que je vous mette sur une liste à hucle, nous sommes deux, peut-être avec votre mari ou je ne sais pas qui. Et le lendemain, quand vous êtes élu, l'erreur que font souvent les Congolais, c'est que toute la famille devient conseillère. Vous attrapez des coachs, des managers, qui sont des incultes en politique, des ennemis, vos ennemis, qui vont commencer à vous dire, ah maman, Mbalo, ils ont Mongo. Cette fois, c'est pour les Mongo. Tu dois devenir ministre, parce que Mandaïr a fait ministre, vous devez être ministre. C'est l'erreur. Et puis, nous avons le sentiment que nous, la poignée des Congolais que nous sommes une poignée. Sur Bruxelles, il y a beaucoup de Guinéens aujourd'hui. La deuxième communauté, après les Congolais, c'est les Guinéens. Les prochaines élections, malheureusement pour nous, les Congolais, je crains fort que les Guinéens votent pour les Guinéens, les Camerounais pour les Camerounais, les Éthiopiens pour les Éthiopiens, alors qu'à l'époque où moi j'ai commencé, il y avait plutôt un discours pas communautaire, comme diraient les Européens qui m'entendraient, mais d'ouverture des minorités globalisées. J'allais chercher des voix, y compris chez les Italiens, j'allais chercher des voix chez les Albanais qui sont blancs et européens. N'est-ce pas? Chez mes frères belges, bien sûr, je les remettais en demeure de montrer qu'ils n'étaient pas racistes s'ils partageaient les mêmes valeurs, comme dirait mon ami Maxime Prévost, ministre wallon. Il dit, mais si nous partageons les mêmes valeurs, commencez par me faire confiance, parce que je suis là depuis 20 ans et j'ai travaillé au développement du parti ailleurs, etc. Le conseil, c'est de faire un sacerdoce, faire un apprentissage, n'est-ce pas? Et puis, prenez des leçons. Des leçons, ce n'est pas à l'ULB en Sciences Po, parce que je vois plein de gens qui ont un beau diplôme de l'ULB en Sciences Po, qui viennent faire des leçons pratiques. Sachez que
Si vous allez faire votre campagne dans certaines niches qui ne sont pas assez nombreuses, allez, je vais prendre un exemple précis. Bijou Bomboko, candidate à Olivier Saint-Pierre. Quelle est la sociologie de Olivier Saint-Pierre? Moi, je dis que je connaissais Justin-Marie Bomboko, mais à Olivier Saint-Pierre, ceux qui connaissent Justin-Marie Bomboko, la moitié sont tous morts. Ils l'ont connu à 60, quand il était Premier ministre des Affaires étrangères. Vous allez vous présenter à Olivier Saint-Pierre, il y a aujourd'hui des jeunes cadres qui arrivent. Bomboko, ça vient d'où? Ils ne savent même pas que c'est congolais, n'est-ce pas? Donc faites un calcul d'abord. Et pour ce calcul-là, je ne dis pas que tout le monde doit venir prendre des cours chez moi, mais il faut s'instruire, il faut s'informer. Et puis les méthodes de campagne sont des méthodes qui peuvent se partager. Il y a beaucoup d'autres conseils que je peux donner. En tout cas, servez quelqu'un, collez-vous à quelqu'un, n'est-ce pas? Là où vous avez vraiment des opportunités de pouvoir faire quelque chose. Moi, j'ai servi, j'ai collé les affiches de beaucoup de gens avant d'avoir la grâce d'être élu. Est-ce que le sénateur Bertin Mampaka regrette de ne pas avoir été nommé ministre, compte tenu de votre poids électoral? Pasteur Bobo, vous me faites vraiment le plaisir de me poser cette question. Rapidement. Oui, je regrette de ne pas être nommé ministre. Mais à tous les Africains que je rencontre dans la rue, qui me posent la même question, qui pensent effectivement que je le profile au vu de mon ancienneté, mon endurance dans ce parti, et de toutes les épreuves que j'ai traversées, je leur dis, mais je ne suis pas discriminé pour être ministre. Il suffirait qu'un certain nombre d'Africains, essentiellement des Congolais, se mobilisent pour avoir comme objectif de faire émerger le candidat, le sénateur Bertin Mampaka, avec un score important. L'opinion publique, les médias belges, mon parti politique n'auraient d'autre choix que de me nommer ministre si j'avais 25 000 voix en région bruxelloise. Dernière élection, j'avais 4 000 voix. On ne fait pas des ministres avec 4 000 voix. Un ministre, Milké est ministre, elle avait eu 20 000 voix. Gosselin est ministre, elle avait eu 20 000 voix. Y a-t-il à peu près 20 ou 21 000 Africains dans cette région pour que je puisse avoir ce score? Oui. Emir Kir, qui est turc, qui a été ministre avec 18 000 voix. Fadila Lanan est ministre avec 17 000 voix. Bertin Mampaka, 4 000 voix. Jadis, il faisait 8 000 voix, il a même fait 4 000 voix. Parce qu'il y a eu une multiplication des candidats. Malheureusement, ce n'est pas du regret. Je vais écouter pour une fois mon conseiller en communication, Désiré Katompa, n'est-ce pas? Je ne vais pas revenir sur le passé. Mais malheureusement, quand vous avez dans la communauté subsaharienne et congolaise 45 candidats des 10 partis belges différents qui ont tous un programme unique. Vous connaissez le programme? Mampaka. Ils ont un programme Mampaka. Quand vous avez des gens comme ça, il est difficile de mettre autour de la tête de Mampaka les 15, 20 000 voix qui feraient que dans le parti de Mampaka, les bureaux politiques n'auront d'autre choix que de dire il fait un tel score qu'on a 3 postes de ministre, le poste revient, comme diraient les Bangala chez nous, tikela et pété naya lata. Donc, pété naye, donc pété, c'est le nombre de voix que vous avez. Oui, j'ai un regret que ce travail fait depuis de longues années n'ait pas conduit à une mobilisation plus large que cela, pour que les instances du parti considèrent en effet que je suis incontournable d'incontournable. Maintenant, je suis nécessaire à mon parti, mais je ne suis pas incontournable au vu des scores que je fais. À vos yeux, j'ai une longévité importante parce que vous n'avez pas des repères pour comparer, mais je vous ai donné des noms. Emir Kir, c'est pratiquement 20 000 voix, c'est presque 19 000 voix. Fadila Nanan, nous faisions le même score, Fadila et moi. Je faisais même plus que Fadila. Fadila a été élu en 2004 avec 3 400 voix. Moi, je suis élu en 2004 pour la première fois avec 3 644 voix. Donc, je faisais plus que Fadila qui est la marocaine. Et bien, 10 ans plus tard, elle fait pratiquement 18 000 voix. Et bien, moi, je plafonne au même endroit. Comment voulez-vous qu'on me fasse ministre? On fait des Fadila ministres. Si j'avais la même progression, j'aurais pu crier à la discrimination. Et si j'avais 20 000 voix, sachez bien que mon parti, au lieu d'avoir 9 parlementaires au Parlement bruxellois, avec les 20 000 voix qu'on m'aurait donné, il en aurait eu 18. Avec 18, nous aurions eu 2 ministres, un secrétaire d'État. Et dans les pires des cas, mes collègues, même les plus méchants, auraient dit allez, Botik Alaya, ta secrétaire d'État. Vous comprenez ça, Pasteur Bobo? Donc c'est une question de chiffres, d'équations mathématiques. La communauté africaine a eu cette opportunité plusieurs fois. Elle s'est divisée parce qu'elle n'avait pas la connaissance des enjeux, n'est-ce pas? Et puis l'élite africaine, je dis africaine, pas congolaise, n'a pas compris la portée des enjeux. Je ne les accuse pas, parce que nous n'avons pas des occasions de parler, de réfléchir, de nous confier, comme je le fais auprès de vous aujourd'hui,
pour montrer les enjeux. Beaucoup ont cru qu'il suffisait de mettre son nom. Regardez pendant la campagne. Moi, j'appelle ça le syndrome de l'affiche. Combien de gens sont fiers de se regarder, ils collent son affiche et se regardent que je suis bien ou je suis belle. Et le syndrome de l'affiche a malheureusement, comment dirais-je, enrayé la mécanique que nous avions pensé avec quelques-uns au départ, pour faire que la participation des Africains, des Congolais, particulièrement, puisse aller le plus haut possible. Et j'estime même que c'est déjà une grâce, dans mon langage de chrétien, une bénédiction, que les Congolais aujourd'hui puissent encore avoir un sénateur, n'est-ce pas, un sénateur, parce que mes frères africains ne m'en veuillent pas, mais les Congolais représentent au moins la moitié des Africains. Regardez une commune comme XL. XL, c'est 45 conseillers communaux, 5 Africains. 45, 5, ça fait 10% minimum, c'est presque 12%, n'est-ce pas? 45. Il n'y a pas d'élus congolais là-dedans. Tout simplement parce qu'il y a une espèce de manque d'implication d'une certaine élite, des sages qui pourraient à un moment donné orienter l'associatif congolais. Or, j'estime que si la communauté congolaise n'est pas représentée, n'est-ce pas, l'Afrique n'est pas suffisamment et convenablement représentée dans ces institutions, parce que la communauté la plus importante et qui traditionnellement a des liens historiques avec la Belgique n'est pas représentée dans ces institutions. Ça biaise, ça remet en question simplement la représentation des minorités si les Congolais ne participent pas. Mais à qui la faute? Aux autres Africains qui se sont mobilisés correctement, qui votent d'ailleurs pour moi, et que je remercie au passage, sans faire de coupage, etc., etc. Ou c'est la faute à une certaine élite congolaise. Souvent on m'attribue la faute, mais je ne sais pas être juge et parti à chaque... Voilà, chers téléspectateurs du réseau des médias congolais, vous avez tous écouté comme moi ce message, cette plaidoirie venant du sénateur Bertin Mampaka. J'espère que ce message va porter au cœur. Nous devons absolument, étant donné que nous sommes cette majorité, là je m'adresse à mes frères congolais, nous sommes cette majorité dans cette diaspora africaine en Belgique, faire un effort et travailler de manière à ce que nous puissions garder ce leadership compte tenu de nos relations antérieures avec le Royaume de la Belgique. Madame, vous avez une question? Juste une question. La diaspora, on dit marocaine, juive, polonaise, est très bien organisée. Mais pourquoi notre diaspora n'est pas organisée et que faire? Parce que c'est là du grand problème. Nous avons, je suis congolais d'origine, j'ai les mêmes défauts que tous les autres, n'est-ce pas? Je suis dans la même série, donc des gens de mon âge, 50 ans. Nous avons toujours tendance à trouver un coupable. Quand quelque chose ne va pas, il y a un responsable autre que nous. J'en suis aussi responsable. Je pense qu'il nous a manqué dans la communauté subsaharienne des gens altruistes, des gens au service de l'intérêt collectif, des gens qui n'ont pas besoin qu'on leur dise que ce sont les plus beaux, les plus intelligents, les plus courageux, les plus riches et les plus gentils. Des gens qui décident que si Dieu me donne 60 ans, je ne sais pas combien, je vais consacrer 10 ans de ma vie à l'intérêt collectif de tous, pas seulement à ma famille, à mes amis. On a manqué des gens comme ça. Je pense que dans beaucoup d'endroits, à Paris, à Bruxelles et ailleurs, des gens pour réunir les autres. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas structurée? Je trouve que, pas le gouvernement, mais mes frères et amis qui furent avec nous dans la diaspora ici, qui ont le plus petit pouvoir, la moindre parcelle, au Congo, à Kinshasa, peuvent aider la diaspora congolaise à se structurer. Il y a le phénomène des combattants que j'ai entendu, par exemple. J'ai eu des avis de beaucoup de gens en disant que certains combattants étaient payés directement avec des bulletins de paye de Kinshasa pour tenir le haut du pavé en Europe ou à Washington ou ailleurs. Cet argent-là aurait pu servir à structurer l'association des Mamans Manyanga à Bruxelles, qui organise des activités de récolte pour construire des écoles au Congo, comme les Guinéens, comme les Sénégalais. Je pense qu'au Maroc, qui est un pays exemplaire en matière de diaspora, la première ressource du Maroc, c'est tous les Marocains qui sont en Hollande, en France, en Espagne, en Belgique, qui rapportent plus que le tourisme du Maroc, qui renvoient plus d'argent que le tourisme, plus d'argent que les oranges que les Marocains vendent, plus d'argent que les sardines et que la sauce que les Marocains vendent, n'est-ce pas? Et il y a pour ça un ministère des RME, ressources marocains de l'étranger, qui est bien tenu, n'est-ce pas? Je ne dis pas que tous les Marocains reçoivent l'argent. Pourquoi est-ce que les Congolais nous sommes devenus des locataires à Bruxelles des Marocains? Parce qu'il y a une banque, n'est-ce pas? La Wafa et d'autres, qui prêtaient l'argent aux Marocains pour acheter des maisons ici, qui avaient du travail. Il y a aussi des structures
qui manque. Je crois que ce qui a fragilisé, je ne dis pas que le gouvernement congolais est responsable, ce qui a fragilisé le manque de structuration de l'associatif congolais et de la diaspora congolais, comment dit-on, un associatif organisé et structuré. Quand vous avez 10 Congolais diplômés dans une pièce, vous avez 10 associations. Il y a un élan de création d'associations. Ce qui n'est pas mauvais. Mais il faut professionnaliser cet associatif. Les Marocains sont organisés aussi en association. Les Turcs sont organisés en association divers. Et leur tissu associatif est très très actif. C'est parce que nous avons échoué dans l'associatif que la communauté congolaise dans la diaspora ne réussit pas. Les tentatives que nous avons faites en politique, la politique n'est que la conséquence. Mais les politiciens que nous sommes, moi je devais être invité par les anciens, par exemple, de Kisantu, n'est-ce pas, en Belgique, Dieu sait combien là. Mon ami Désiré Katompa qui est là, je le vois parfois dans les associations de Banalimete, n'est-ce pas? Et je devais être invité par les enfants de Limete ou les habitants de Limete ou je ne sais pas encore quelle école, n'est-ce pas? Qui sont 40, 80, et j'arrive, ils me posent des questions, voilà nos priorités, ça. Et ce sont ces gens-là qui vont dans la rue faire campagne. Et ils font campagne pour que, pas seulement que je sois élu, mais d'autres candidats que nous soutenons dans les 19 autres communes soient représentatifs. Pourquoi la diaspora n'est pas organisée? On l'a aidé à ne pas s'organiser. Et puis les pouvoirs publics belges, pays d'accueil où je me trouve, où je suis représentant aujourd'hui, n'ont pas été sensibles au modèle d'intégration que font d'autres pays. Les subsides ne sont pas donnés aux associations congolaises facilement, qui peuvent se structurer pour se rencontrer, pour s'entraider. Aujourd'hui, nous avons besoin des gens qui font l'école de devoirs. Vous allez à l'ULB, il y a peu de Congolais inscrits aujourd'hui pour pouvoir obtenir un diplôme, ingénierat civil, tout ce que vous voulez, chimie et consorts. Il y en a peu, alors que l'école est gratuite. Elle est gratuite. Au Congo, il faut de l'argent pour payer, n'est-ce pas? Il y a un phénomène Minimex qui nous a complètement rendus paresseux. Aujourd'hui, des phénomènes de jeunes filles mères qui font 3 enfants pour bénéficier de l'allocation familiale, et parce qu'elles peuvent avoir un logement social, un Minimex, ne poussent pas les gens à l'excellence. Et pour cela, il faut des gens se sacrifient. Les aînés se sacrifient pour aller sensibiliser, accompagner, guider. Et puis les phénomènes d'abandon de parents aussi. Beaucoup d'entre nous abandonnons femmes et enfants à Bruxelles, souvent à la recherche du bonheur au Congo ou d'autres pays. Et on sait bien qu'une femme seule, avec 3 enfants à Bruxelles pour les élever, il n'est pas étonnant qu'on retrouve parfois les enfants dans des bandes, ou alors une croissance assez difficile. Tout ça mériterait que nous ayons un service social congolais ou africain, pourquoi pas payé par des pays d'origine, par l'Union africaine, pourquoi pas, n'est-ce pas, avec des psychologues, des assistants, des animateurs, qui accompagnent ces enfants à s'intégrer dans la société belge. Je crois que c'est une question qui mérite peut-être un débat, une réflexion plus profonde, plus longue pour savoir pourquoi les diasporas congolaises, à Bruxelles, à Paris, à Washington, à Montréal, n'est-ce pas, sont-elles moins impliquées que les diasporas guinéennes? Vous voyez des analphabètes guinéens que j'ai engagés à la ville de Bruxelles, il y en a tout plein maintenant, dans tous les services de propriété et des parcs. Peuvent-ils construire une école dans un village chez eux, n'est-ce pas? Ils construisent une école avec un salaire le même, n'est-ce pas? Ils balayent les rues, ils construisent des écoles, eux qui ne sont pas instruits. Pourquoi est-ce que nous avons un frein de ce côté-là? Je n'ai pas la réponse d'une manière définitive, mais à ce stade, si vous me demandez, moi, ma recette, c'est qu'il faut que quelqu'un aide les associations à se structurer pour qu'ils bénéficient de la subsidiation, du soutien, du pouvoir du pays d'accueil, c'est la Belgique. Il faut que le pays d'origine, car un Congolais qui est instruit, qui est formé infirmier, qui travaille en Belgique, il rapatrie au Congo peut-être 10% de son salaire. On appelle ça en économie politique des transferts. Et c'est ça qui fait du Maroc un pays différent de ce que nous sommes au Congo aujourd'hui. Donc la main-d'œuvre, la jeunesse. Un pays n'est pas seulement riche de son pétrole, un pays n'est pas seulement riche de ses minerais, mais il est riche de sa jeunesse. Or, le Congo, c'est 70% de jeunes gens. Il y a des pays, même au Maroc, au Sénégal et dans d'autres pays d'Afrique de l'Ouest, où des villages se cotisent pour envoyer quelqu'un dans un coin perdu d'Amérique pour qu'il puisse rapatrier de l'argent. Nous avons été malheureusement gâtés par un pays trop riche. Je ne condamne pas le moboutisme, aujourd'hui je l'apprécie mieux que par le passé, j'en suis un produit. Mobutu nous a donné une éducation de masse, j'ai fait les humanités scientifiques, maths, physiques,
Et tous, c'est de ma génération, quand on venait ici, on réussissait en première session, en Polytechnique en général. Donc, mais quand même, l'abondance que Mobutu nous avait habitués a fait peut-être que nous avons oublié l'essentiel. C'était un peu long ce que je vous dis là. Malheureusement, je crois que nous devons continuer à poursuivre. Ce n'est pas une histoire de la diaspora tout seul, c'est l'histoire du gouvernement congolais aussi, qui doit aider les diasporas à se structurer partout où elles sont, pour qu'elles puissent produire l'argent, n'est-ce pas? Parce que les diasporas forment des enfants d'université, que le Congo ne peut pas toujours former des médecins, des infirmiers, des gens, des ingénieurs, etc. etc. Je serai aux affaires étrangères au Congo ou ailleurs, je réfléchirai 3 fois sur l'opportunité d'utiliser d'une manière efficiente cette main-d'œuvre d'origine congolaise qui est ici, des enfants qui sont nés ici, qui n'ont jamais mis les pieds au Congo à 21 ans, qui voulaient qu'une seule envie, c'est découvrir leur pays d'origine et d'y apporter quelque chose. Pardonnez-moi, c'est un sujet passionnant de vouloir... Voilà, chers téléspectateurs, ainsi s'achève cette première émission que nous avons partagée ensemble, l'honneur de partager avec ma consoeur Bijou Bomboko, le pasteur Bobo et le sénateur qui a bien voulu nous recevoir dans ce merveilleux cadre. Nous vous rappelons que nous sommes le réseau des médias congolais et nous remercions la direction technique qui a été gérée aujourd'hui par Désiré Katompa ainsi que les amis de notre programme. Bonsoir.